Bonsoir. Au pays des Cèdres, il a suffi d'une petite taxe sur l'utilisation du WhatsApp pour embraser le Liban. Qu'en déduire sinon que le verre était plein, à ras-le-bol. Le Liban, petit pays de 6 millions d'habitants au milieu d'un brasier en perpétuelle effervescence, est un pays comme il n'y en a pas deux au monde. Son système politique multiconfessionnel, aux équilibres délicats, ouvert, un peu trop même, aux influences extérieures, en fait un pays qui vit constamment dans la précarité politique. Depuis une semaine, il est le théâtre d'une vaste contestation inédite qui remet en cause tout le personnel politique. Le Liban, qui a déjà connu depuis son indépendance en 1943 des guerres civiles meurtrières, n'en est pas à sa première crise. En même temps, c'est un pays où le sens de la cohabitation finissait toujours par remonter à la surface et la tolérance par prendre le dessus. Que s'y passe-t-il aujourd'hui? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos intervenants. Auparavant, nous n'allons pas aller très loin. Nous restons dans la région, chez nos voisins d'Algérie, où Ammar Saadani vient de jeter un pavé dans la mare et les mois dans la classe politique. Il n'a pas moins fait que briser un tabou en déclarant qu'en vérité, d'un point de vue historique, le Sahara est marocain. Rien d'autre et rien d'autre. Il a ajouté l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario inutilement. Le Polisario n'a rien pu contre le Maroc et l'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent dans les hôtels de luxe depuis 50 ans, doit revenir à Souk Ahras, Al-Biyad, Tamanrasset et autres villes algériennes. La relation entre l'Algérie et le Maroc, dit-il encore, est plus grande que cette question. Mais d'abord, qui est Ammar Saadani? C'est ce qu'on va voir avec Aziz Saïdi, rédacteur en chef de Le Boursier, site d'information, Mohamed Zeinabi, rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc, et Abdelatif Ouelelou, vice-président de l'Institut marocain de recherche internationale. Qui est Ammar Saadi, Aziz? Ammar Saadani, c'est un cacique du régime, si j'ose m'exprimer ainsi. En fait, c'est quelqu'un qui est né en Tunisie, qui a été syndicaliste, qui est arrivé en tant que parlementaire, qui a été élu en tant que parlementaire pour la première fois en 1997. Il a été reconduit en 2002 et en 2004, il a pris la tête justement du Parlement avant de connaître une traversée du désert à partir de 2007. Il vivra aussi un retour en grâce à partir, je pense, de 2012-2013, où il est porté à la tête du FLN en tant que secrétaire général pour préparer le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Il quittera ensuite ses fonctions en démissionnant pour des raisons de santé officiellement, mais en fait il a été démis fin 2016, c'est-à-dire pour laisser la place à Djemal Ould Abbas qui lui portera la 5e candidature de Bouteflika. Précisément, le limogeage en 2016 de Ammar Saadani est concomitant avec une déclaration qui n'est pas sans rappeler l'actuelle déclaration sur la marocanité du Sahara. C'était en ce moment-là qu'il avait dit, qu'il y avait fait allusion en disant « je n'irai pas plus loin parce que c'est sujet à crispation ». Je pense que la fameuse déclaration remonte à un an apparemment, à 2015. C'est en 2015. En 2015. Mais là, les termes étaient plus... C'est un intervalle de 6 mois. Exactement. Mais là, les termes étaient beaucoup plus timides de par sa position à l'époque au sein du FLN. Mais il avait osé quand même le dire. Tout à fait. Enfin, les termes exacts, c'était ma position sur le dossier du Sahara n'est pas la même que la position officielle. Sa position, il l'a clarifié aujourd'hui. On ne peut pas être plus clair en disant que le Sahara est marocain, et il le restera. C'est une vérité historique, et d'ailleurs il se réfère à l'histoire en disant que la marocanité du Sahara est une vérité historique. Il fait référence même à la réunion de Berlin. Exactement. Et donc, c'est un faux problème créé par l'Algérie pour embêter le Maroc. Maintenant, c'est un des leurs qui leur rappelle cette vérité. C'est quelqu'un du FLN, ce n'est pas rien. Il dit... C'est un apparatchik. Exactement.
Et il dit tout haut ce qu'une partie de la classe politique algérienne pense tout bas. Hein. Et dans les discussions de salon, en off, certains responsables osent parfois dire que c'est un faux. Ce qu'a dit Ammar Saadani, en fait. On y reviendra. Abdelhafid Ouelhelou. Oui. Ammar Saadani, un des dirigeants du clan de Bouteflika, qui avait déjà, avant 2015, cassé un certain silence parmi les proches de Bouteflika en déclarant ce qu'il disait. Si je commence à parler du Sahara, les Algériens descendront dans la rue. Parce qu'il avait des informations. Et parce qu'il était au sommet de la hiérarchie de l'État. Donc il avait un dossier et il connaissait d'où venait l'argent, d'où venaient les aides humanitaires de l'Union européenne. Et on s'en souvient des rapports du Parlement européen sur ces aides humanitaires qui vont ailleurs, en dehors des bénéficiaires, des séquestrés de Tindouf. Et 2015, toujours la même déclaration, que le dossier du Sahara est au-dessus des relations entre le Maroc et l'Algérie. Il demandait l'ouverture des frontières, il parlait de l'intégration maghrébine, et il disait que le Sahara, en fin de compte, est un territoire marocain. Ça n'a pas plu à plusieurs. Je parle de maintenant, mais déjà en 2015, il avait fait presque la même déclaration. En 2015, précisément. Oui. Si tu permets, il a même donné un chiffre, 500 milliards de dollars qui ont été affectés au Polisario entre la période boumedienne et la période Bouteflika. Donc c'est quand même une masse d'argent qui était en principe destinée, qui devait être destinée aux Algériens et non pas aux Polisarios. C'est même un peu bien plus que ça. Non, ce que je voudrais dire, c'est que à l'époque, en 2015, quand il avait fait cette allusion à la marocanité du Sahara et au caractère artificiel de cette querelle que fait l'Algérie en permanence et depuis 40 ans au Maroc, Abdelaziz Bouteflika avait jugé utile de recevoir le secrétaire général du Polisario pour le rassurer. Cette fois-ci, on s'est juste contenté de faire un démenti par la voix du porte-parole du gouvernement et en rappelant le fameux Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication, au temps de la guerre civile et au moment où la répression était au plus fort en Algérie, pour dire que c'est juste un trouble fait qui veut rompre le consensus national. Oui, tout à fait. D'abord, il faut signaler que la réaction elle a un peu tardé, hein, parce que ça veut dire qu'il y avait Ils ont pris 48 heures. Donc, généralement, quand il y a ce genre de déclaration, c'est dans l'heure ou c'est si ce n'est pas dans la minute. Donc, il y a eu, pour moi, il y a eu conciliabule. Maintenant, et le niveau de la réaction. Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le contexte actuel, on voit mal quelqu'un sortir au front pour pouvoir avancer ses pions. Là, j'ai l'impression que la déclaration d'Ammar Saadani a quand même pris à contre-pied pas mal de monde. En fait, on connaissait tout à fait sa position. Il l'avait exprimé dans des termes un peu plus mesurés. Là, il va au bout de sa pensée. Mais ce n'est pas gratuit dans le schéma actuel. Contexte actuel. Dans le schéma actuel, parce que je pense, faut rappeler le contexte de son éviction, notamment, quand on l'a mis à la tête du FLN au secrétariat général, le clan Bouteflika avait un objectif défini. C'était qu'il dégomme le général Toufir. Exact. Il a réussi, il a réussi dans sa mission, et en fait, son éviction du FLN a coïncidé avec le retour en grâce du général Toufir. Pourquoi ? Parce qu'il commençait à y avoir des bruits comme quoi il y aurait des réunions à Annaba pour créer ce qu'on dit le clan de Annaba, avec notamment le fameux général Ahmed Gaïd Saleh et avec le député qui est maintenant en prison, Tliba, un homme d'affaires. Oui, en tout cas, il commence à y avoir une... Qui est proche de Saadni. Il commence à y avoir une agglomération pour l'émergence d'un nouveau clan où on parlait de l'après-Bouteflika. Et ça, bien évidemment, le clan présidentiel ne l'entendait pas de cette oreille. Et d'ailleurs,
à l'époque, Ammar Saadani avait participé, dit-on, à ces réunions, mais n'avait pas donné son aval parce que certains voulaient le porter lui-même en tant que chef de file de ce clan, chose qu'il a réfutée. En tout cas, depuis, il a quitté sans bruit ses fonctions et on sait ce qu'il est advenu juste une année après. Donc quelque part, ils ont peut-être voulu aller plus vite que la musique. Et finalement, ce besoin de changement qui s'exprimait, il est venu de la rue. Pour ce qui est du contexte, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, le contexte est quand même important. C'est une déclaration à la veille d'un certain congrès national du Polisario. C'est à la suite aussi d'une motion qui a circulé parmi les intellectuels, les personnes de la société civile qui demandaient l'ouverture des frontières entre le Maroc et aussi à la veille du sommet ou du forum Russie-Afrique où le Polisario n'a pas donné signe de vie par rapport à la présence des Africains à Sochi. Donc je pense que le contexte est très important, mais aussi c'est une réponse à l'appel qui a été lancé par Sa Majesté dernièrement, la main tendue pour ouvrir un dialogue sans condition avec nos amis algériens. Est-ce que vraiment la conjoncture actuelle en Algérie est favorable à l'ouverture de ce dossier de manière déclarée, de telle façon qu'on puisse aujourd'hui interpréter les propos de Ammar Saadani comme un signal donné à un clan? Je reviendrai à ce que vous disiez tout à l'heure, mais en attendant... Alors, dans le contexte actuel, il est clair que la priorité des Algériens est de sortir de la crise. C'est clair. Mais de telles déclarations sont bienvenues. Et ils vont dans le sens de l'histoire d'abord et dans le sens de la contestation populaire en Algérie. Quand le porte-parole du clan Gaïd Salah dit consensus national sur la question, etc. Il n'y a pas de consensus national sur l'inimitié contre le Maroc. Il y a aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent pour appeler à l'union maghrébine. Les voix les plus audibles sont celles qui disent « khawa khawa » et pas le contraire. Précisément, Aziz Saïdi, tout à l'heure vous disiez, vous rappeliez que c'était l'homme qui a osé affronter publiquement le général Mdiane, qui était le patron, pour le rappeler, du DRSS, c'est-à-dire les services de sécurité militaire, qui avait même base sur tout ce qui bougeait en Algérie, qu'on disait faiseur de président et de ministre. On l'appelait le dieu d'Alger. Le dieu d'Algérie, il y en a plusieurs en Algérie, semble-t-il. Mais on dit ça. Alors, il avait osé. C'était à ce moment précis où il avait fait cette allusion à la marocanité de Sahara et au caractère artificiel de ce conflit. Aujourd'hui, il revient. Et d'ailleurs, si on lit bien son interview avec le site algérien TSA, quand il parle, il dit nous. Il parle au nom. C'est comme s'il parlait au nom d'un clan ou d'un camp ou d'un groupe. Sauf qu'il a refait une interview sur Algérie. Oui, il dit que c'est oui, il a ma mis position personnelle. Oui, mais je dis, à la base, il parle de nous. D'abord, il parle de l'opposition État national, État profond. L'État national, c'est celui qui est porté par Gaïd Salah. L'État profond, c'est Mdiane et ses amis qui sont actuellement en prison et qui continuent quand même, qui ont des tentacules à l'extérieur qui continuent à s'agiter. Est-ce que dans cette équation de qui va finalement des deux clans la remporter in fine, le Sahara n'est-il pas une monnaie d'échange? Enfin, je n'irai pas jusque-là, mais ce que je dirais, c'est que, par exemple, on ne connaît pas la position officielle du général Gaïd Salah, mais je suis tenté de dire que par principe de précaution, il y a certains points, même si dans les salons, comme vous disiez tout à l'heure,
Ça n'empêche personne de discuter ouvertement. Mais dans les positions officielles, on va garder une sorte de statu quo parce que l'Algérie est en crise et parce que personne ne veut griller ses chances et parce que... Mais ça fait 40 ans que le même discours. Oui, oui, tout à fait. Mais maintenant, C'est-à-dire par que toujours contre... l'Algérie est ceci, l'Algérie est cela. Oui, mais par contre... il est en crise, il est en confrontation. Mais par contre, C'est la crise permanente. Mais par contre, bon, là je parlais spécifiquement de la crise que traverse... Actuellement. C'est une crise qu'on peut même qualifier de constitutionnelle parce qu'il peut y avoir des problèmes après le 12 décembre. On verra, enfin on espère le mieux pour ce pays frère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on ne va pas griller ses cartes, mais on a quand même des indices sur une inflexion des positions algériennes. Non pas une inflexion totale, mais en tout cas, enfin, le fait que Ammar Saadani, qui est un FLN pur jus, qui sorte avec, qui a assumé des fonctions au sommet de l'État, sorte avec de telles déclarations, ce n'est pas fortuit. Même si c'est depuis Paris. Même si c'est depuis Paris, et ça peut être aussi une manière de se positionner pour d'éventuelles responsabilités encore, parce que... Ben justement, c'est ce qu'on lui reproche. Mais maintenant, avec la concurrence qu'il va y avoir entre les différents courants, etc., personne aujourd'hui n'ose sortir dans la rue avec une revendication principale contre le Maroc, la marocanité de Sahara, etc., parce que c'est une carte perdante. Si on écoutait bien la population, elle est en faveur de l'Union. Et tout politique intelligent n'irait pas se griller les ailes en se tirant une balle dans le pied. Alors, dans ce cas-là, on peut en conclure que toute la propagande anti-marocaine dans les écoles, dans les médias... Elle n'a pas pris. Si elle avait elle n'a pas lieu, pris. Elle n'a pas pris. Elle n'a absolument pas pris. Il faut parler avec les Algériens. Il faut aller à la rencontre des Algériens inconnus, etc., et leur parler de cette question. Ce qu'ils veulent réellement, c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire comme dans toutes les régions du monde, c'est l'union qui fait la force, et la désunion, bien sûr, affaiblit tout le monde. C'est le message qu'a fait passer le roi Mohamed VI au nouveau président tunisien Kais Saïd, où l'idée, pour peser, il faut se rassembler, enfin, en substance. Je pense que Ammar Saadani, quand il a focalisé sa déclaration sur ce qui est économique, et ça, je pense que c'est lié au Hirak. Les gens sont confrontés à une situation de crise économique et sociale. Et donc, c'est une carte qui est très, très bien accueillie par la rue algérienne. Et le fait de leur parler de l'argent qui est parti pour les séparatistes, au lieu que ça soit versé dans les régions reculées du sud, Tamnarast, etc. Et qu'en même temps, le Parlement discute la loi sur les hydrocarbures, qui est rejetée par la rue. Donc tout est lié, c'est le contexte que... Alors moi j'aimerais juste vous lire une déclaration de Abdelaziz Rahabi, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un ancien ministre de la communication et de la culture, je crois, sous Yamin Zerouel, vers 1997-90. En tout cas, c'est celui qu'on a envoyé au charbon pour tirer sur Saadani. Saadani, oui, exactement. C'est celui qu'on voit toujours pour tirer sur le Maroc. Quand il s'agit de la question du Sahara, il en a fait sa spécialité. D'ailleurs, il a été porte-parole du gouvernement. C'est un diplomate de carrière. Donc, il dit, en commentant les déclarations de Ammar Saadani, le moment choisi coïncide avec des échéances internes incertaines, une fragilité de l'institution présidentielle, traditionnellement socle du pouvoir en Algérie, et une implication publique du commandement de l'armée dans la recherche de la sortie de crise. L'ancien président de la paix, c'est-à-dire Ammar Saadani, pourrait être tenté de penser, en flattant par ailleurs l'armée, pouvoir provoquer un débat sur la question de la position de l'Algérie sur le Sahara. C'est possible? Sachant très bien, il faut le rappeler, que la question du Sahara n'est pas une question qui intéresse le peuple algérien. C'est une question nationale pour nous, mais pour les Algériens, c'est une question qui relève du clan
qui des était à la sphères présidence, exactement. des généraux, etc. Ça rentre dans, Mais c'est-à-dire- dans toute la géopolitique de l'Algérie au niveau africain, méditerranéen, etc. Non, ce que je veux dire, on a deux positions. On a enfin deux positions qui se chevauchent de la part des apparatchiks algériens contre Saadani. Une position qui considère que sa position ne vaut rien. Et on a même le porte-parole du gouvernement, Rahbi, Rahbi, je crois, qui l'a qualifié de mitqalou darraj, et en français ça a été traduit par poussière. Et il y a cette position de Abdelaziz Rahbi où il dit on craint. C'est dangereux de créer un débat national parce que ça pourrait déboucher sur Ne des tombons choses pas très dans le importantes. piège de commenter l'avis d'un porte-parole qui n'est pas reconnu dans son propre pays. Qui est ce Rahbani, Oui, qui est, etc. oui, mais c'est- Mais vous savez, à la base, Rahbani, il est donné comme présidentiable dans la conjoncture actuelle. il n'a pas encore déposé son dossier. Non, c'est-à-dire que c'est l'une des personnalités algériennes Non, ce que je veux dire, qui s'active aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est une question politicienne entre un petit groupe d'apparatchiks, comme tu as bien dit, voilà. Politiquement. Et ça restera dans ce cercle-ci. Hein. Le peuple algérien a besoin de réponses concrètes sur ses revendications. On essaie un petit peu voilà, cette réponse à Saadani, etc., essaie de quelque peu Alors, il nous reste... d'amuser la galerie. Non, Quoi. j'ai l'impression aussi que les gens se placent. Ils sont tous là à flatter l'armée et flatter le chef d'état-major, tout en exprimant leur position. C'est une manière un peu d'influer sur les choses, même si c'est, comme vous le dites, dans un cercle restreint et ça a trait à de la politique politicienne. Maintenant, le point que vous avez abordé est très, très important. Ça fait 9 mois que les Algériens sont dans la rue et on a senti cette année, parce qu'avant c'était cloisonné, on croyait que tout le monde que c'était un pays fermé au sens où on ne pouvait pas exprimer ses idées. Là, ils le font. Et puis les idées qui ressortent et ce qu'on voit depuis un an, c'est une demande de rapprochement, d'unité avec le Maghreb. Oui, alors, et puis des demandes au sens de la gouvernance. Et là, pour le coup, les fameux 500 milliards dont parle Saadani, et peut-être les 1000 milliards dont on parlait aussi les autres, ça fait partie de cette mauvaise gouvernance que dénonce la rue algérienne. Oui. En plus du fait que toute la zone frontalière, que ce soit du côté marocain ou du côté algérien, les gens en ont marre et ils demandent avec de plus en plus d'insistance que ces frontières soient ouvertes, parce que c'est ce qui amènera des bénéfices économiques d'abord pour ces zones frontalières et ensuite à une échelle plus globale pour les deux pays et pour le Maghreb. Que le porte-parole dise où est parti l'argent dont parle Saadani, par exemple. S'il vous plaît, je crois que pour cette première partie, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, il nous reste quand même une ou deux questions sur cette déclaration de Saadani, notamment concernant la frontière entre le Maroc et l'Algérie. On y reviendra après cet intermède. Rebonsoir. On parlait dans cette première partie, avant d'aller tout à l'heure au Liban, de la déclaration de Ammar Saadani, ex-secrétaire général du FLN, ex-président de la PEN, le Parlement algérien, où il reconnaissait et admettait que historiquement le Sahara est marocain et rien d'autre. On en était à conclure qu'il y a une crainte que cette déclaration, chez une partie du pouvoir algérien, que cette déclaration provoque un débat national et essaye de l'éviter à tout prix en accusant Ammar Saadani de tous les maux et d'avoir rompu un dogme sur lequel se fonde la stratégie régionale de l'Algérie et également un consensus national. Parmi les déclarations également de Saadani, c'est la nécessité de l'ouverture des frontières. Le Maroc a toujours eu la main tendue, notamment depuis le dernier discours sur cette question du souverain. Et on a vu quelque chose de très rare avec le Hirak, une association se crée en Algérie, ce qui relève du lèse
armés du lèse État algérien et qui sont venus manifester, puis ils ont disparu de la circulation. Aujourd'hui, Ammar Saadani revient sur cette question. Oui, enfin, les lignes semblent bouger, un tant soit peu. Mais c'est clair que enfin, la position de la rue algérienne et la position du pouvoir algérien ne sont pas du tout les mêmes. Je pense que, comme le disait Siwel tout à l'heure, il y a cette question du Sahara est subsidiaire pour le peuple algérien. Ce n'est pas quelque chose qui va motiver les foules ou qui va... Mais par contre, elle est centrale, comme vous l'avez dit, dans le dogme algérien de sa politique étrangère. Et c'est difficile pour eux de changer de position d'un jour au lendemain, surtout dans la situation que connaît l'Algérie actuellement. Par contre, je pense que... Je parlais tout à l'heure des zones frontalières, et ça peut même aller au-delà. Il y a une revendication qui est claire pour la réouverture de ces frontières, parce que cela permettra d'améliorer le niveau de vie de ces gens. Exactement. Justement, sur cette question, quand Saadani dit qu'il faut affecter cet argent, ça peut faire mouche au sein de la population ? Clairement, parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien demande la reddition des comptes. Et il sait aujourd'hui qu'il y a énormément de dilapidation des biens de l'Algérie. L'argent du pétrole font aujourd'hui comme glace au soleil. Et le pays risque la cessation de paiement en 2021. Toutes les projections vont dans ce sens. On craint le pire pour surtout le pays. Et quand le moindre milliard de dollars dilapidé est une véritable catastrophe, est un crime contre la population algérienne. Et aujourd'hui, c'est ça le souci des Algériens, c'est d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est pour cela que leur revendication de l'Union maghrébine va dans le sens du bien commun maghrébin, celui du développement, du co-développement économique, de la complémentarité économique, etc. C'est ça le sens de l'histoire que cette association créée et que des intellectuels dont rappellent la nécessité. C'est ça, en fait, le véritable point sur lequel il pourrait y avoir consensus entre Algériens et Marocains. Est-ce que vous ne craignez pas que dans la lutte autour du pouvoir, à l'intérieur du pouvoir, ou dans cette lutte, la question du Sahara ne soit pas encore la monnaie d'échange entre les clans? C'est-à-dire, vous nous donnez le Sahara et on se tait sur le reste pour s'entendre sur une sortie de crise. Si on peut se rappeler des moments historiques, la guerre des Sables en 1963, et je pense que c'est lié à la question du Sahara. C'est lié à la question des frontières. Bien sûr, les Algériens, avant, ils voulaient quand même monnayer silence sur les frontières du Maroc oriental. Moi, je parle à l'intérieur du pouvoir algérien. À l'intérieur du pouvoir algérien, je pense qu'il y a d'abord cette situation de lutte et de querelle intestine entre différents clans au sein de l'appareil. L'armée est au centre de cette problématique. Mais je pense que la fermeture des frontières depuis 1994 et juste après, quand on analyse le non-Maghreb, 2 points de PIB perdus, que l'UMA est bloqué, que l'intégration maghrébine est reportée au calendrier grec, alors que c'est une orientation stratégique pour le Maroc. Ça a été même exprimé dans le préambule de notre Constitution en 2011. Je pense qu'il y a une revendication populaire de la part et des Marocains et des Algériens. Je parle des peuples, de l'ouverture, et c'est une urgence. Sauf qu'au Maroc, c'est une revendication du peuple et de l'État. Et de l'État, bien sûr. Nous, la main tendue de Sa Majesté tout dernièrement montre que c'est une revendication nationale. Alors, un dernier mot sur les déclarations de Saadani. Juste un dernier mot par rapport à ça. Enfin, il faut rappeler que l'État algérien a comme clé de voûte la fonction présidentielle. Que là, on est dans une situation politique un peu ambiguë, où on annonce une présidentielle pour le 12 décembre, une présidentielle qui est apparemment refusée par la rue, mais ce n'est pas la même chose que celle qui était programmée en juillet. Donc les gens semblent avancer, il y a des candidatures et tout ça. Et je pense que le problème, c'est que le 12 décembre, même si on a un président élu en Algérie,
il risque d'être dans une position de faiblesse, Affaibli. affaibli par rapport à la rue. Et que ça l'empêchera d'aller, même avec la meilleure volonté du monde, d'aller dans le sens de, enfin, pour prendre les dossiers D'aller dans le sens du bon sens. dans le sens du bon sens. C'est un jeu de mots. Mais ça Alors veut que dire- normalement, on dit depuis tout à l'heure que ça devrait s'inscrire dans justement le changement en Algérie. Non, ça veut dire qu'il aura, enfin, aura d'autres urgences. ce prochain président algérien aura à jouer l'équilibriste entre beaucoup de mouvances, entre beaucoup de choses, Voilà. et que ça sera un peu difficile Merci. pour lui. Oui, un dernier mot. Un dernier mot. Vous parliez de pouvoir algérien aujourd'hui. C'est un pouvoir vacillant. On ne peut pas lui donner trop de crédit. Il n'aura de crédibilité que s'il y aura changement démocratique répondant à la volonté du peuple algérien. Moi, je mettrai un peu de prudence dans ces propos. Donc, nous allons passer. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Zainabi, rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc, Abdelhafid Ouelhelou, vice-président de l'Institut marocain des recherches internationales, et Aziz Saïdi, rédacteur en chef de Le Boursier. Il y a de l'argent? Alors, avant d'aller au Liban, j'aimerais qu'on en dise quand même un mot, parce que c'est l'événement. Avant-hier, le président tunisien, le nouveau, Saïd, le deuxième élu au suffrage universel, le cinquième depuis l'indépendance, le cinquième chef d'État depuis l'indépendance de la Tunisie, a fait son discours d'investiture. Le Maroc, le seul pays de la région est arabe. D'ailleurs, c'est curieux que les Algériens n'y aient pas été. Et à être présent à cette investiture. D'ailleurs, le message du souverain est très engageant, très enthousiaste. Comment avez-vous vu ce discours et cette investiture, Abdelhafid? Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le Maroc, pour la Tunisie, mais aussi pour le Maghreb et pour l'intégration maghrébine, que le Maroc a été présent avec force, les deux présidents des deux chambres de notre Parlement, et que dans l'allocution du nouveau président, Saïd, comme on dit, a souhaité la bienvenue pour le Maroc, la délégation marocaine, qui a été reçue après. Il lui a transmis un message verbal du Donc je souverain. pense que c'est une perspective d'avenir prometteuse, et pour les relations bilatérales, mais aussi pour essayer d'engager. C'est surtout un message verbal du souverain où il est essentiellement question de la construction des ensembles. Voilà, Exactement. Oui. Et c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le sens de l'histoire. Pour quiconque voudrait du bien à cette population du Grand Maghreb, le sens de l'histoire voudrait que l'on aille vers l'union, vers l'entraide, vers la complémentarité, etc. L'état actuel des choses ne sert l'intérêt de personne. Et au train où vont les crises mondiaux, si on ne trouve pas de solution d'ensemble avec des régions élargies et des régions complémentaires, des régions qui s'entraident, ben, on restera enfermé dans sa petite économie et on ne décollera jamais. Aziz, moi ce président, il commence à me plaire. Non, mais franchement, comment vous avez lu son discours, son attitude, une fois président? D'abord, je pense qu'il faut féliciter la Tunisie pour son processus démocratique. Clairement. C'est quasiment le seul pays qui est sorti du printemps arabe et qui continue sans violence, sans les écarts qu'on en a connus dans d'autres pays, et notamment dans la Libye voisine. Et ça, c'est important de le signaler. C'est un pays qui a réussi à porter un constitutionnaliste pour lequel des jeunes ont voté, et au-delà des partis classiques, et portant une idée. Bon, après, on verra ce qu'il pourra faire. En tout cas, il faut féliciter les Tunisiens pour ce processus démocratique qui semble avancer et qui, je pense, est un moment historique pour la Tunisie et pour la région. Maintenant, la présence de la délégation marocaine à cette investiture est quelque chose de remarquable. Ça montre l'importance que représente la Tunisie pour nous, Marocains. Et puis surtout, si on veut construire un grand Maghreb, il faut des partenaires.
Et là, pour une fois qu'on a des gens de bon sens, et on les applaudit très fort et on est là avec eux. On va les aider pour qu'ils continuent dans leur processus démocratique en espérant que les autres viennent nous rejoindre pour le bien de toutes ces populations. Je profite de l'occasion parce qu'au Parlement, ils ont parlé de Mahabbat al-Maghariba. Les Tunisiens nous aiment, nous leur disons. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler. Nous leur disons aussi, nous vous aimons. Sans oublier la coopération sécuritaire dans la région. C'est très important pour les Tunisiens. L'histoire des relations maroco-tunisiennes est très riche. On y reviendra peut-être, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on y va au Liban. Au Liban, qu'est-ce qui se passe? Encore un mouvement, peut-être pas sans queue, mais en tous les cas sans tête. Il n'y a pas de direction. Il est joyeux, il est dansant, il est beau, comme ces Libanais. Mais au fond, que veulent ces Libanais? Là encore, c'est une révolution anti-système. Excuse-moi, Vas-y. c'est une révolution anti-système. Ce que veulent aujourd'hui les Libanais, c'est la fin d'une époque où le confessionnalisme a été la règle pour établir l'équilibre dans ce pays multiethnique. C'est la volonté d'un peuple de sortir d'un système de prébende, d'un système presque de sadaqa, d'aumône donné aux différentes communautés pour garantir la paix sociale. Une répartition des richesses sur la base du confessionnalisme. C'est malheureux, c'est un beau pays, c'est un pays que nous aimons, c'est un pays de culture, etc. Mais c'est un pays presque sans État, où les services publics n'existent pratiquement pas. On a parlé de cette histoire de WhatsApp comme l'élément déclencheur, mais il y avait un prélude à tout ça. Les Libanais sont des champions de la patience. Eux qui n'ont pas de service de ramassage d'ordures, eux qui sont privés momentanément dans chaque jour de l'électricité, de l'eau, etc. Alors la question qui se pose, et justement là on va au fond du sujet, comment peut-on construire et reconstruire un pays qui est en perpétuelle guerre, en perpétuel affrontement? Il sort d'une guerre civile pour en entrer une autre. Quand elle n'est pas violente, elle est pacifique. Moi, j'aimerais rien que pour vraiment visualiser un peu ce que c'est ce Liban d'aujourd'hui, citer Amin Maalouf rapidement, peut-être parce que ça va nous recadrer, parce qu'on ne peut pas construire une infrastructure si, par la suite, il ne faut jamais oublier Rafik Hariri, le père de l'actuel Premier ministre, qui avait énormément investi, qui avait amené beaucoup de financements extérieurs, notamment saoudiens, pour reconstruire le Liban de l'après-guerre civile. Tout de suite après, il y a eu des bombardements israéliens qui ont redétruit tout ce qui a été fait. Alors, Amin Maalouf, dans le naufrage de civilisation, nous dit « Au fil des ans, des crises et des guerres, la terre libanaise est devenue un champ ouvert où se livrer directement ou par personne interposée d'innombrables combats entre Russes et Américains, entre Israéliens et Palestiniens, entre Syriens et Israéliens, entre Irakiens et Syriens, entre Iraniens et Saoudiens, entre Iraniens et Israéliens. Et la liste est longue. Une typologie d'allégeance à des forces externes. C'est-à-dire, et aujourd'hui... On peut même remonter à Florence. Oui, parce que les Maronites sont allés chercher le premier allié extérieur à Florence. Et puis par la suite, ça a été la Chambre de commerce lyonnaise. Bon, alors, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Liban, ce que veulent les Libanais, c'est un mieux vivre. C'est des infrastructures, c'est des marchés fournis, etc. Mais c'est également, pour eux, qui passe par le changement du système. Un système patriarcal, confessionnel, fondé sur la domination de familles, les Aoun, les Jambalat, les Hariri, les Nasra, et j'en passe. D'ailleurs, lui-même contesté. Alors, tout le monde est contesté. Comment peut-on demander changer ce système impunément? Moi, je suis revenu de Beyrouth 48 heures avant le déclenchement. Le déclenchement de la révolte. Tout ce qui se passe. C'est pas moi. Si vous saviez, vous serez resté. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un pays. Si, moi, je suis resté en tant que journaliste. Oui, en tant que journaliste, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays que je visite très, très souvent ces dernières années, que je connais très, très bien. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Et que, en fait, on voyait. Moi, j'ai l'impression, et c'est une impression qui est partagée par pas mal de monde, que la rue, en fait, elle a sauvé
elle a sauvé le Liban. Au jour d'aujourd'hui, elle a sauvé le Liban. Parce que tout le monde à Beyrouth, si vous lisiez, la semaine dernière, si vous lisiez avant le déclenchement de la révolte, vous ouvriez n'importe quel journal, on va dans le mur. Parce qu'il y avait une crise du dollar qui était patente et parce qu'on savait qu'on commençait à avoir un assèchement des devises qui est très, 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 très important et que le gouvernement, faute de pouvoir peser sur ce qu'ils appellent Huma al-Ahd, c'est-à-dire le consensus communautaire qui existe et qui leur permet de former un gouvernement avec la représentation de toutes les maronites à la présidence, les sunnites à la primature et les chiites au Parlement. Et au-delà dans le gouvernement lui-même. Et donc tout le monde savait qu'on allait dans le mur et que de toute façon quelqu'un allait payer la facture. Qui allait payer la facture? C'était le peuple. Parce que déjà, comme le disait Zainabil, franchement, les services publics sont totalement absents ou quasiment absents, que ce soit le ramassage d'ordures, l'électricité et tout ça, avec des coupures intempestives. Même il y a eu, juste avant, les jours d'avant, il y avait eu les incendies dans les forêts. Les Libanais étaient incapables d'y faire face. Heureusement qu'il y avait les Chypriotes et les pays voisins qui envoyaient leurs Canadair. Mais en tout cas, l'État est complètement absent. Il y a un principe de prébande avec des familles qui tiennent des clans et puis la redistribution se fait via ces clans. Or, maintenant, et c'est les gens que j'ai pratiqués là-bas, il y a une nouvelle génération de millennials qui n'ont pas connu la guerre civile, ou alors ils étaient vraiment c'était la prime enfance, et qui, eux, franchement, n'en ont que faire de ce système communautaire. J'ai vu plein de bandes d'amis avec chacun d'une confession différente et qui parlaient le même langage, qui avaient les mêmes soucis. Aujourd'hui, ce sont les accords de Taïf qui sont remis en cause. Ah oui, ça c'est clair parce que, les accords de Taïf, c'est en 91 pour arrêter la fin de la guerre. On a mis un système qui existait déjà, mais qu'on a consacré. On a reconduit, consolidé. Qu'on a consacré avec le président qui doit être maronite, avec le président du Parlement qui doit être chiite, avec le président du gouvernement qui doit être sunnite. Et avec en plus des Druzes. Les Druzes qui ont une particularité parce qu'ils sont assimilés au parti communiste socialiste. Donc, laïque, voilà. etc. Mais en tout cas, cette revendication d'aller vers un État laïque et rompre avec le système communautaire, elle est partagée par la majorité des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ces politiciens et ces chefs de clan profitent de ces situations pour pouvoir se partager le gâteau. Le peuple, c'est lui qui paye la facture. Alors, d'accord. On sait qu'aujourd'hui, les Libanais sont dans la rue sans distinction de religion. Clairement. Maronites, sunnites, chiites. D'ailleurs, pardon, il y a un slogan. D'ailleurs, Nasrallah a été contesté dans son propre fief. Oui, tout à fait. Il y a juste un slogan qui rappelle celui de l'Algérie. C'est Kullun yani Kullun. C'est le Nahawga. Et je peux vous assurer que j'ai vu des chiites dire Berri est un voleur. Berri, c'est le président du Parlement. J'ai vu des chrétiens, des maronites dire Jabran Bassil est un voleur. Alors que oui, non, c'est tout le personnel. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président libanais dans son discours d'hier. Il a dit que le Fassad n'a pas de religion, n'a pas de confession. Il est sunnite, il est chiite, il est maronite, chrétien, etc. Non, moi, ce que j'essaie de... C'est très bien. Il y a une crainte. Une première crainte, c'est que, comme ça se passe en Algérie, comme ça se passe ailleurs, que ce mouvement s'enlise et s'éternise. Et on a vu, de par le passé, que tous les pays qui rentrent dans ce circuit de changement de système n'en sortent pas encore. On peut voir l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. Alors, comment peut-on imaginer un changement de système aujourd'hui au Liban avec la complexité confessionnelle qui est la sienne? Pour ce qui est du Liban, la première leçon à retenir, c'est quand même la rue, jeunes confondus, confessions confondues, tout le monde a participé à détruire ce mur de la peur des confessions. Ça, c'est un élément nouveau depuis 1943 qui avait abouti à la charte nationale et qui était la base de cet équilibre, de ce partage de pouvoir entre les trois confessions. N'oublions pas que Berri, qui est un chiite, âgé de 80 ans, il a été élu 6 fois au Parlement libanais.
Et la dernière, c'est en 2018. Il est proche de Hezbollah. Et que même si- même s'il- cette même s'il problématique, devait changer, ça serait pour quelqu'un cette de problématique de confession, quand même, il ne faut pas oublier des assassinats. Kamel Jumblat en 77, Hariri en 2005. Donc il y avait aussi des moments de violence. Cette fois-ci, c'est une marche pacifique, Messira, Silmia. Heureusement que jusqu'à présent l'armée n'est pas intervenue pour casser cet élan de jeunes. Mais je pense que Pardon L'armée est intervenue. C'est pour dégager les rues et les avenues. D'ailleurs, le président Aoun y a fait allusion en disant que c'est bien de manifester, la liberté d'expression est garantie, mais il faut libérer la circulation. Oui, bien sûr. Je pense que... Mais comme tu le disais, l'exemple libanais, puisque c'est un pays de 6 millions, 6 millions d'habitants, c'est 4 millions de Libanais qui sont à l'extérieur. La diaspora, c'est plus de 10 millions. C'est plus de 10 millions. Et c'est un pays Il y a autant de Libanais à l'extérieur qu'à Il y en l'intérieur. a plus, Exactement. il y en a On plus va à l'extérieur. qui va servir en fait de laboratoire, parce qu'un petit pays pourrait trouver plus facilement la solution beaucoup plus que, par exemple, pour l'Algérie où 42 millions Ce qui est comme tu l'as d'Algériens. dit, c'est une révolte, c'est une colère populaire, c'est un mouvement spontané qui a même surpris le gouvernement libanais. C'est Tous les sans mouvements- leader. Écoutez, montrez-moi un seul mouvement C'est en dehors des partis aujourd'hui politiques. qui n'a pas. Vous savez, au Liban, on a eu l'embrasement à cause de l'attaque sur WhatsApp, et en Chili à cause du ticket de métro. de métro, et au Ça veut Soudan dire- à cause du prix du pain. Vous savez, il y a toujours, Il y a toujours une les étincelle. mouvements populaires de cette ampleur sont toujours imprévisibles. Là, mais ce qu'il faut quand même prévoir, c'est que les peuples ne peuvent pas, absolument pas continuer à subir le diktat de leur classe politique en silence. Au bout d'un moment, le nombre de personnes qui n'ont plus rien à perdre augmente tellement que c'est la révolution des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et voilà. Et la plupart sont des jeunes. Ce sont ces jeunes qui n'ont pas connu véritablement la guerre civile. Et Jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit ce qu'il imagine pour l'après. personne ne peut dire, même pas ne peut comment on prévoir, va engager même pas ce les dialogue. Libanais ne peuvent pas Non, prévoir. mais on peut imaginer. Alors ils ont essayé de faire quelque chose un peu Est-ce à qu'on la- peut construire un État aujourd'hui au Liban qui n'est pas fondé sur le confessionnalisme? Pourquoi pas? Parce que si El-Fassad n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, la démocratie non plus. Je veux dire, on peut construire quelque chose sans se baser sur ce que croit l'un ou Alors, l'autre. il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une question optimiste? Oui, optimiste. Moi, j'avais pas mal de choses à dire parce que Non, mais malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. j'ai pas eu le On aura le temps, tour de Inch'Allah, parole. de revenir. En tout cas, pour moi, vous rappeliez le discours du président Michel Aoun, et il a parlé, lui, son argumentaire, c'est que c'est bien, vous avez exprimé ce que vous deviez exprimer. Maintenant, pour réformer l'État, ça ne se fait pas dans la rue, ça se fait à travers les institutions. Donc, il les appelle quelque part à revenir. Merci Aziz Saadi. C'est terminé. J'espère qu'on a essayé autant que faire se peut répondre à vos interrogations, donner quelques indications. À la semaine prochaine.